Bonjour à tous. La série des examens de fin d'année se poursuit et ce matin, place à celui du baccalauréat pour la session de juin 2024. Plus de 75 000 candidats composent à partir de ce matin. Nous allons, avec les journaux, nous faire une idée précise du nombre de candidats et surtout des conditions de préparation et de composition. La une des journaux, c'est tout à l'heure. Notre invité ce matin sera au téléphone depuis le Brésil. Dr Kodjo Olivier Sosa est président des Béninois de la diaspora vivant dans ce pays. Ils ont récemment adressé une lettre ouverte au chef de l'État Patrice Talon. Avec notre invité au téléphone, nous allons découvrir le fond de la lettre et ses chances de prospérité. Notre invité, c'est dans une demi-heure environ. Je rappelle que nous sommes lundi dans le menu d'Actu Matin. Vous avez le menu journal qui nous fera revivre l'ambiance de la fête de la Tabaski. C'était hier. C'est dans une dizaine de minutes qu'on aura donc le journal. Et puis, le retour sur les faits ayant marqué l'actualité ces 7 derniers jours au Bénin. C'est la réalisation d'Idriss Boukari à suivre de la dernière partie de votre émission. Bienvenue à tous. Nous allons commencer avec la une des journaux et Fraternité qui nous propose ce matin, crise Bénin-Niger, les pesanteurs géopolitiques de l'escalade, une analyse de la situation par le professeur Juste Kodjo, ouverture de nouveaux marchés. Les usagers mènent désormais leurs activités économiques dans des cadres modernes et sécurisés. 31e Assemblée Générale Ordinaire, la FECECAM Bénin fait le bilan de ses activités et renouvelle ses instances. Dîner de gala à Link Hotel de Lokossa. La FECECAM Bénin célèbre ses agents faisant valoir leur droit à la retraite. Et puis, cet avis qui pourrait vous intéresser, ADET, avis d'appel à candidature pour le recrutement du chef de projet de formation professionnelle et d'entrepreneuriat pour l'emploi. Nous passons maintenant à le matinal, examen baccalauréat 2024. Des candidats ne pourront pas composer. Nous apprenons que le journal, quels sont les détails à découvrir, achetez donc le matinal. Audience au cabinet du maire de Cotonou, Luc Atrokpo reçoit l'ambassadrice belge Sandrine Plateau. Passons au journal Les 4 vérités, création d'un collège de ministres conseillers. Talon donne à la Cour des détails sur ses ambitions. Et puis Matin Libre, Bénin après sa liquidation, qui va enfin racheter la Sobemap, s'intéresse. Le journal, voici chez vous le matin, baccalauréat 2024, 75 373 candidats planches. Dès ce jour, des conditions particulières de composition pour les candidats amblyopes et malentendants. Les ministres Eleonore Yahi et Chabi Yves Kouaro lancent les épreuves officielles à Dassazoumé. Gaskiani Info, crise avec le Niger, l'erreur du Bénin. A placardé ce matin donc le journal multiplication des cas de suicide au Bénin. Que faut-il faire, s'interroge la publication. Nous sommes maintenant avec la priorité sur les ruines de l'ex-camp militaire de Guézo. Bientôt un complexe immobilier de 460 logements. Nous annonce donc le journal décryptage info, baccalauréat. Session de juillet 2024, 75 373 candidats attendus pour le démarrage de la phase écrite. Jackpata après la tournée de réédition de comptes du gouvernement. La seconde phase des élus et des députés est-elle nécessaire, se demande la publication. Le patriote, enseignement supérieur au Bénin. Le parent pauvre de la rupture, manque de laboratoire et d'amphithéâtre. Retard d'attribution des locations, violation des exigences du système LMD, diagnostic proposé par le journal Le Patriote. Relecture du code électoral, l'opposition a-t-elle déposé les armes? C'est demandé le journal ce matin. Le Soleil Bénin Info, présidentielle de 2026, où sont passés les candidats à examen de fin d'année 2024? 75 313 candidats affrontent le bac
dès ce matin les assurances du gouvernement. Dynamisme Info, fermeture par le Niger des vannes d'exportation de son pétrole via le Bénin. Une deuxième perte après la baisse d'activité au port autonome de Cotonou. C'est demandé à le journal. Et puis animation de la vie politique au Bénin, Boni Yahi dans un style d'opposition de terrain. Nous sommes avec la nouvelle tribune, crise Bénin-Niger, talent abandonné par ses pairs. C'est une analyse du quotidien. Et puis, célébration de la Tabaski au Bénin. Les musulmans ont prié pour que règne la paix et la sécurité au Bénin. Libération, examen du baccalauréat session de juin 2024. Eh bien, 75 373 candidats composent dans 136 centres. Détail pour détail, proposé par Libération. 61 épreuves sélectionnées pour les 14 séries. Et filière message de Louis Vlavono à l'endroit des candidats à lire dans les colonnes du journal. Passons maintenant à l'événement du jour. Réforme dans le secteur de la santé au Bénin, des efforts louables sous le président Patrice Talon. Le grand quotidien démarrage du bac 2024. Eh ben, ce sont 15 313 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire. Le lancement officiel des épreuves au plan national annoncé ce matin au CG1 de Dassazoumé. Nous passons maintenant à Fraternité pour la deuxième lecture. Crise Bénin-Niger, les pesanteurs géopolitiques de l'escalade. Analyse de la situation par le professeur Juste Kadjo. Ouverture de nouveaux marchés. Les usagers mènent désormais leurs activités économiques dans des cadres modernes et sécurisés. Un peu plus en bas, si la réalisation nous le permettait, 31e Assemblée Générale Ordinaire. La FESECAM Bénin fait le bilan de ses activités et renouvelle ses instances. Et puis dîner de gala à l'hôtel de Lokossa. La FESECAM Bénin célèbre ses agents faisant valoir leur droit à la retraite. Et puis ADET, avis d'appel à candidature pour le recrutement du chef du projet de formation professionnelle et de l'entrepreneuriat pour l'emploi. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux parvenus à Canal 3 Bénin ce matin dans les colonnes de Fraternité. Quelques informations qui pourraient vous intéresser, à commencer déjà par l'actualité au plan éducatif. Ce matin démarre sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat pour sa session de juin 2024. Vous savez que dans Fraternité, on vous propose ce qui va se passer probablement ce matin. Certains candidats ne peuvent pas composer. Et bien pourquoi alors le journal qui nous apporte des clarifications: les candidats des établissements privés non autorisés par l'État ne pourront pas composer la session de juin 2024 au baccalauréat qui démarre ce lundi matin. L'information a été donnée par le directeur de l'organisation technique du baccalauréat dimanche sur l'émission 90 minutes pour convaincre. Oui, je le confirme, et nous avons même des dossiers de ces établissements sur la table du directeur de l'office du bac. Nous sommes en train de centraliser tous les cas et une commission va siéger pour donner une suite à tous ces dossiers, a déclaré Taïrou Kora Mora, qui était donc au micro de nos confrères de la radio nationale. Autre actualité qui pourrait vous intéresser dans les colonnes de Fraternité ce matin, c'est justement concernant l'ouverture de nouveaux marchés, notamment à Cotonou. Celui de Kadiaou a donné le ton. Les usagers mènent désormais leurs activités économiques dans un cadre moderne et sécurisé. Vous avez de très belles images proposées par Fraternité, notamment captées à l'occasion de l'inauguration de ce marché. Et puis, à quoi ressemblent ces stands? Le journal vous propose aussi des images. Par ailleurs, achetez le quotidien et découvrez si vous ne pouvez pas faire le déplacement sur Cotonou et précisément au quartier Kadiaou. Vous avez aussi de mauvaises nouvelles dans les colonnes de Fraternité ce matin avec cet énième accident de circulation qui endeuille des familles. Là, c'est passé sur le tronçon Boycon-Dassa. On a enregistré pour ce week-end donc 2 morts et 6 blessés après une collision entre un camion et une voiture. Fraternité vous donne les circonstances dans lesquelles cela s'est passé. L'actualité, l'autre actualité ce week-end, c'est la fête de la Tabaski. Fraternité qui nous propose, au-delà du Bénin, de nous aider à savoir un peu comment cela s'est passé dans d'autres pays en Afrique.
La fête s'est passée entre la vie chère et les grands préparatifs. Un tour d'horizon rapidement, notamment au Nigeria, en Guinée, comment cela s'est passé. Fraternité à la page 9 vous propose donc des détails. Achetez le journal, lisez, c'est le meilleur et le plus crédible à Cotonou. Et si vous n'aviez pas votre livre sous la main tout de suite, allez sur le site internet du quotidien et informez-vous à la minute presque. Allez, on va passer maintenant au bulletin de l'information avec une présentatrice ce matin aux commandes. Florence Moussa, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Allez, dans le bulletin à suivre et que vous allez présenter, je l'annonçais dans l'introduction à cette émission ce matin, la communauté musulmane du Bénin qui a célébré à l'instar des musulmans du monde entier la fête de la Tabaski appelée Al-Aïd El-Kébir à la mosquée d'Akpakpa Centre. Des centaines de fidèles sont venus non seulement honorer cette prescription, mais aussi communier avec le Dieu Allah. C'était donc hier. Détail à suivre avec justement ces fidèles qui se sont prononcés au micro de Canal 3 Bénin. Pendant ce temps, à Parakou, on a accueilli vendredi les festivités marquant la 21e édition de la Journée mondiale du donneur de sang bénévole. L'objectif de cette journée est de mettre en lumière l'importance du don de sang et valoriser le donneur considéré comme un héros. Les manifestations officielles ont été marquées par plusieurs activités comme vous le voyez avec des opérations de don de sang. On y reviendra en détail. Voici le bulletin. Et on va inverser l'ordre. On va commencer d'abord par l'actualité à Parakou, Florence. Parakou qui a accueilli vendredi les festivités marquant la 21e édition de la Journée mondiale du donneur de sang bénévole. Exactement, Tanguy. L'objectif de cette journée est de mettre en lumière l'importance du don de sang et valoriser le donneur considéré comme un héros. Les manifestations officielles ont été marquées par plusieurs activités, dont une caravane à travers la ville, une campagne de don de sang et une distinction des meilleurs donneurs de sang dans les 12 départements du Bénin. Reportage. 20 ans de célébration du don de sang, merci à tous les donneurs de sang. C'est le slogan de la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang, ce 14 juin 2024 à travers le monde. Il s'agit d'une célébration de ce 20e anniversaire et des profondes répercussions du don de sang sur la vie des patients et des donneurs. La campagne est aussi l'occasion d'exprimer la gratitude aux donneurs de sang dans le monde entier pour leurs gestes qui sauvent plusieurs vies. Il n'est un secret pour personne que les produits sanguins labiles constituent des intrants indispensables utilisés régulièrement dans nos formations sanitaires pour sauver des vies, des milliers de vies. Il s'agit notamment des femmes enceintes lors des accouchements, des enfants anémiés, des accidentés de la voie publique, des drépanocytaires, des personnes devant subir diverses interventions chirurgicales et j'en passe. Et pour cette édition célébrée dans la ville de Parakou, c'est à travers une caravane que les festivités ont été lancées. Une caravane qui a réuni des donneurs de sang venus des 12 départements du pays. Il s'agit là d'un appel à l'action pour motiver davantage de personnes à rejoindre le mouvement mondial du don de sang. La célébration de cette année est accompagnée par un consortium de 3 associations, le tout sous la coupole de la Fondation Claudine Talon qui œuvre efficacement pour le bien-être social des Béninois. La transfusion du sang et de ces produits permettent aux malades de recouvrer la santé et de mieux jouir d'une meilleure qualité de vie. Elle facilite en outre les actes médicaux et chirurgicaux complexes, ce qui rend cette pratique indispensable dans les soins de la mère et de l'enfant ainsi qu'en cas d'accident lié aux catastrophes. Vous êtes et demeurez un seul, sans doute, le premier pilier indispensable du sous-secteur de la transfusion sanguine. Pour cela, recevez mes remerciements et ma gratitude au nom des familles avec qui vous partagez le sourire de vivre à travers vos dons de sang. Au cours de l'année 2023, vous avez permis à l'Organisation mondiale de la santé, mais également à l'Agence nationale pour la santé, de collecter
307 296 poches de sang. La célébration de cette édition de la Journée mondiale du donneur de sang a permis à l'Agence nationale de transfusion sanguine de recueillir plusieurs dizaines de poches de sang à mettre à la disposition des hôpitaux. Dernier acte de cette célébration, c'est la distinction des meilleurs donneurs de sang venus des 12 départements du Bénin. À l'instar de plusieurs mosquées du Bénin, celle de Kpankpan à Akpakpa a abrité la prière qui acte le début de la fête de Tabaski. Des centaines de fidèles sont venus honorer cette prescription d'Allah en la matinée du dimanche 16 juin 2024. Esther Tofa. Ils ont répondu à l'appel à la prière en ce jour exceptionnel pour la communauté musulmane. Ici, à la mosquée de Kpankpan à Akpakpa, le sermon de l'imam a porté sur la solidarité pour vivre ensemble. Alhamdulillah, nous vivons ensemble, nous sommes des mêmes, on est frères et sœurs. Donc voilà que nous, aujourd'hui, on s'est regroupés nous tous. Donc alhamdulillah, soyons toujours soudés et soyons toujours ensemble. Et c'est ça que notre religion nous recommande à faire toujours. On n'oublie jamais notre cher pays. Les évocations que nous faisons dans les mosquées, matin jusqu'au soir, on prie pour notre cher Bénin. Après la prière, l'imam a procédé à l'immolation du bélier sur le sacrifice d'Ibrahim. Certains musulmans donnent ici leurs impressions à la fin de la cérémonie. Dans le sermon de l'imam, il nous faisait part de la solidarité en communauté, le fait d'être soudés et le fait de s'entraider et de venir en aide. Après la prière, c'est la joie. Comme Ibrahim aussi a été, après que le fils n'a pas été immolé, Dieu a donné un bélier. Et ce bélier, c'est ça que nous partageons tous. Musulmans comme non-musulmans, comme nous sommes tous des quoi, des fils d'un Dieu unique. Donc nous partageons tous. Après la prière, nous allons enlever nos boubous et nous allons nous mettre à la tâche travailler afin que la fête soit belle. Maintenant, c'est égorger les moutons et manger-les comme Dieu nous l'a autorisé. Ouais, en famille. C'est ça. Oui. Les gens qui n'ont pas pu égorger moutons cette année, que Dieu leur donne la possibilité de le faire l'année prochaine. Inch'Allah. Que Dieu nous donne la santé. Que Dieu nous donne la santé, la prospérité. Tout ce que nous voulons, Dieu n'a qu'à nous donner. Ce que nous ne voulons pas, il n'a qu'à nous épargner. La célébration se poursuit dans les maisons avec un partage de repas en famille, mais également avec les autres communautés non musulmanes, puisque l'Aïd el-Kébir est une fête de partage. 32 937 filles contre 42 436 garçons sont inscrits pour la session 2024 de l'examen du baccalauréat. La nouveauté cette année est le fort taux d'inscrits dans les séries scientifiques. À la veille donc de cet examen dont le diplôme ouvre les portes de l'université, la ministre en charge de l'enseignement supérieur s'est adressée aux acteurs. Elle était au micro de Esther Tofa. Les candidats des séries techniques F1, F2, F3 et F4 se sont massivement inscrits cette année, contrairement aux années passées. Et cette évolution montre très bien les actions pertinentes qui ont été déployées dans le sens de renforcement des filières techniques que déploie Monsieur le ministre des enseignements secondaires techniques, de la formation professionnelle et tous les acteurs de ce secteur. Cela montre bel et bien que notre système éducatif devient de plus en plus performant, attrayant. À vous, chers parents, votre présence rassurante et vos encouragements constants ont toujours été déterminants dans les résultats scolaires de vos enfants. Aux superviseurs, chefs de centre, surveillants et autres agents, vous êtes les garants de l'intégrité et du bon déroulement de cet examen. Je vous exhorte à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d'une vigilance accrue. Assurez-vous que toutes les normes et procédures réglementaires soient scrupuleusement respectées pour garantir un environnement de composition optimal et équitable à tous les
candidats. À vous, chers candidats, ce moment est une étape importante de votre parcours. Vous avez été préparés pour ce moment et vous avez travaillé dur. Croyez en votre potentiel et en vos capacités et abordez cet examen avec confiance et sérénité. Je voudrais vous dire et vous rassurer que l'Office du baccalauréat a pris toutes les dispositions pour vous mettre dans de bonnes conditions de composition. Vos efforts seront donc récompensés. Et à tous, je souhaite une excellente composition avec, bien entendu, un brillant succès. Une nouvelle ère s'ouvre pour les Béninois résidant à Cotonou. Après le tirage au sort des marchands effectué mardi dernier, le marché moderne de Kadjehoun a été officiellement inauguré ce samedi. Véritable moment de fête, l'événement a connu la présence de plusieurs personnalités, dont la ministre de l'Industrie et du Commerce, Hugues Fingbe. C'est fait. Le marché moderne de Kadjehoun est ouvert. Pour cet événement historique, un parterre de personnalités ont effectué le déplacement de toutes les infrastructures marchandes de ce stand-in construit sur toute l'étendue du territoire national. Ce marché est le premier à être opérationnel. L'ouverture de ce marché moderne de Kadjehoun représente bien qu'une simple infrastructure. Elle symbolise notre engagement collectif pour le développement économique et social de notre nation. C'est un espace qui favorisera non seulement les échanges commerciaux, mais aussi la cohésion sociale. En plus du fait que ces sites marchands mettent nos mamans, nos femmes et les usagers à l'abri des intempéries, que ce soit la pluie, le soleil et d'autres aléas, ils mettent à leur disposition un service de gardiennage, d'entretien, surtout de gestion des déchets. Et c'est cela même qui garantit la sécurité sanitaire de nos aliments. Pour Véronique Tognifodé, l'inauguration de ce marché est une nouvelle réalisation gouvernementale en faveur de la promotion de la femme. Et ces marchés modernes, en améliorant donc les conditions pénibles dans lesquelles nos mamans, nos sœurs étaient avant, dans lesquelles elles menaient leurs activités, aujourd'hui, ces marchés modernes viennent compléter la panoplie des multiples actions du gouvernement à l'égard de la femme. À tour de rôle, les autorités du département du littoral et de la ville de Cotonou ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement. Occasion pour elles d'exhorter les marchands à un bon usage du site. Je voudrais inviter les femmes à travailler, à entretenir ce marché. Il faut que toutes les fois que nous passons ici, nous soyons fiers d'avoir mis à la disposition un tel lieu. Après la cérémonie d'inauguration, le marché de Kadjehoun accueille ses premiers visiteurs. Des produits frais aux produits manufacturés, tous les étalages sont visités. C'est du jamais vu pour moi. Au nom de toutes les populations du Bénin, je remercie le gouvernement. Livré avec 48 étals et 10 boutiques, le marché de Kadjehoun dispose de toutes les commodités nécessaires au bien-être de ses usagers. Le gouvernement prévoit d'ouvrir d'ici la fin de l'année 19 autres marchés modernes, dont 8 à Cotonou. Tanguy, ainsi s'achève ce bulletin d'information. Florence Bossa, merci pour l'exercice et le service ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, si vous voulez suivre d'autres points de l'actualité sur Canal 3 Bénin, le rendez-vous c'est 11h par exemple pour le mini-journal. Tout comme à 16h aussi, pour le même format. Entre ces deux éditions et deux rendez-vous, vous avez la grosse édition de la mi-journée, c'est à 13h. Et dans la soirée, commencez déjà par le début de soirée à 19h30 et à 22h30 pour l'édition de la nuit. Vous avez donc les grands rendez-vous. Voici l'actualité des sports chez vous maintenant.
Sur le Sport Matin, ce matin, on va parler football, mais aussi handball. Ali Mouni, bonjour. Bonjour Tanguy. L'actualité sportive majeure en cours aujourd'hui. On le sait, hein, c'est l'Euro 2024 qui se déroule actuellement de l'autre côté de l'Allemagne. Les favoris sont tous en train, en tout cas, de confirmer leur statut. Donc, oui, bien sûr, Tanguy, avec donc, déjà l'entrée en liste de ces pays, entre autres 6 nations qui sont attendues pour le moment. Il y a 4 qui confirment déjà le statut de favori. On commence par l'Allemagne, le pays hôte qui joue à domicile. L'Allemagne qui donc va devoir batailler pour s'offrir, je dirais, un titre parce que ça fait quand même un bail, un bon moment que 2014 où la formation s'était imposée. Un dernier titre, je dirais, international. Et donc l'Allemagne aujourd'hui a une équipe assez en forme, assez compétitive, donc pour se permettre de penser s'offrir un titre en dehors de l'Allemagne. Il y a également l'Espagne qui s'était imposée en d'entrée face à la formation de la Croatie. C'était, je dirais, tout simplement... c'est 3-0. Voilà, une marque déposée de la formation qui est venue, je dirais, qui a le vent en poupe en ce moment, donc avec ces jeunes joueurs sur le couloir, entre autres Williams et puis Yamal, les deux jeunes joueurs qui donc font forte sensation du côté de cette formation espagnole. Il y a également l'Italie, l'équipe tenante du titre, qui n'a pas manqué son entrée malgré donc l'ouverture du score de l'adversaire. 18 secondes après 10 secondes, Tanguy. 10 secondes, voilà. Juste après 10 secondes, donc l'ouverture du score. Et donc l'Italie a réussi quand même à montrer voilà, que ce n'est pas un hasard si c'est les donc tenants du titre de cette compétition. Et également l'auto-formation vice-championne qu'on attendait, c'était l'Angleterre qui hier s'est imposée sur la plus petite des marques à son adversaire. C'était 1-0 tout simplement, but de jeune prodige, Tanguy, du Real de Madrid. On passe désormais aux différents résultats de la compétition depuis le démarrage. Donc on commence par le groupe A avec les différentes rencontres. L'Allemagne avait trié son adversaire, c'était donc l'Écosse. 5-1 s'il vous plaît pour le tableau. Donc concernant le groupe A, la Hongrie s'était inclinée donc ensuite à la formation de la Suisse, 3-1. Et donc au classement général de ce groupe, l'Allemagne est leader avec 3 points, suivi donc de la Suisse qui totalise également le même nombre de points plus 2 au goal average. En troisième position, il y a la Hongrie et l'Écosse qui est donc dernier au niveau de ce groupe. Au niveau du groupe B, on fait le point très rapidement. L'Espagne vient en tête avec donc ces 3 points après s'être imposé donc à la formation de la Croatie. La Croatie qu'on pouvait espérer parce que ces dernières années, la Croatie est quand même restée en haut de l'échelle au niveau des différentes compétitions internationales. Mais leur entrée en liste a été manquée cette fois-ci. Mais de toutes les façons, ils ont des atouts quand même pour revenir parce que les prochains adversaires, certes, il y a l'Italie, mais il y a aussi l'Albanie et tout peut se passer puisqu'on parle là du football. Et cette formation croate, on sait très bien sa façon de jouer. Elle est très résistante. Ouais, très résistante. Et elle joue également regroupée. Et donc, pour l'autre rencontre, on parlait de la victoire de l'Italie face à l'Albanie 2-1. Et puis au classement général, l'Espagne, leader de ce groupe B avec 3 points, suivi donc de l'Italie. L'Albanie est 3e et puis la Croatie avec son goal average de -3 est donc 4e au niveau de ce groupe B. Au niveau du groupe C, il y a donc le Danemark et la Slovénie qui sont séparés dos à dos hier, 1 but partout, score de parité. L'Angleterre, je le disais, s'est imposée à la Serbie en toute fin de journée, 1-0. Ce qui positionne donc cette formation anglaise en tête du classement avec 3 points. Les Danois totalisent 1 point avec l'équipe de la Slovénie qui totalise également 1 point. La Serbie est dernier de ce groupe avec 0 au point. Et pour ce qui concerne le groupe D, les rencontres, il y a une seule rencontre qui a été disputée hier entre les Pays-Bas et la Pologne. Là, il y a une erreur qui s'est glissée sur le tableau, mais de toutes les façons, les Pays-Bas se sont imposés sur le score de 2-1 face à cette formation polonaise, malgré l'absence donc de Robert Lewandowski, qui quand même était présent, qui était sur le banc lors de cette explication. Et donc, Pays-Bas est leader avec 3 points en attendant donc la suite de la rencontre de ce groupe D qui aura lieu aujourd'hui. Ce soir, c'est le groupe bien sûr des Bleus de la France. La suite, ce serait donc les rencontres de ce jour. Au niveau du groupe E, on aura donc à 17h la Roumanie qui affrontera la formation donc de l'Ukraine à 14h. La Belgique jouera contre l'équipe de la Slovaquie à 17h et puis à 20h, il y aura la rencontre du groupe E entre l'Autriche et la France
pour donc, je dirais, faire compléter donc ce classement général au niveau de ce groupe D. Tanguy, on va revenir au pays cette fois-ci pour parler donc de la Super Ligue professionnelle du Bénin. La rencontre de la 22e journée ont eu lieu ce week-end avec Fortune Diverse pour les différentes équipes. Les Dragons qui avaient renoué avec la victoire restent quand même sur cette même lancée. Victoire cette fois-ci également pour le compte de la 22e journée à l'extérieur face à AS Cotonou, 2-1 pour l'équipe de Ouémenou qui retrouve, je dirais, la tête de classement, l'euro de classement général, mais pour le moment, il reste encore à faire parce que le leader est très très loin devant avec plus de 10 points d'avance sur ses différents prétendants, poursuivants. Ayema et Aspac se sont séparés 2-2, score parité, un but partout, score identique entre l'Union sportive des Cavaliers de Niki et Espoir FC de Savalo. Coton s'impose 2-0 à la jeunesse sportive de Pobert. Dadje a pris le dessus sur son adversaire de Banigansé, 1-0. Damissa s'impose à l'Autopopo 2-1. Soubemap Sport s'incline à domicile face au Requin FC de l'Atlantique, 1-0. Il faut noter donc pour finir le score nul de 0 but partout entre Dynamo d'Abomey et AS Tarkounet, 1 but partout. Au classement général, Coton est leader avec 45 points devant donc Dadje FC qui totalise 44. L'Autopopo a 39 points et puis je parlais donc des Dragons de l'Ouémé qui sont 5e au classement avec 33 points à plus de 10 longueurs donc de leur du leader au classement général de cette Super Ligue professionnelle du Bénin, saison 2023-2024. Au niveau de la deuxième partie du tableau, il y a Espoir FC qui est 9e avec donc 27 points. Soubemap Sport 10e avec 27 points également. En bas du classement, il y a donc Ayema qui totalise 20 points et les Requins de l'Atlantique qui sont derniers avec seulement 18 points après 22 journées de la compétition. Au goal average, ça fait moins 11 pour cette formation donc les Requins FC de l'Atlantique. Voilà donc pour ce qui est du football. Ali, j'avais annoncé 2 disciplines, on passe au hand. Oui, il y a donc cette information très importante qu'il faut, sur laquelle il faut revenir ce matin avec donc la Fédération béninoise de handball qui a signé jeudi dernier un partenariat avec Nantes Handball Club. Il s'agit d'un accord pour le développement de la discipline au Bénin et surtout au niveau des plus jeunes à travers ce mémorandum. Donc le Bénin mettra en place un centre de formation pour la détection, la formation et le suivi des talents. La cérémonie donc de signature du partenariat a eu lieu au cabinet du ministre des Sports. Je vous propose de suivre ici un extrait de l'autorité numéro 1 du sport béninois, Benoît Dato, qui nous explique ici le rôle que va jouer le gouvernement dans la concrétisation du projet qui découle de ce partenariat. Effectivement, Nantes, c'est le meilleur club français en matière de handball. Nous nourrissons depuis un moment l'envie, l'ambition de créer un partenariat qui va se porter sur la construction d'une académie ainsi qu'un programme de formation et de détection. Et tout ceci cadre avec notre programme interne de classe sportive. Et nous travaillons aujourd'hui à asseoir toutes les bases pour que tout ceci soit fait. Alors, dans le cadre de ce projet, le ministère va apporter déjà l'appui institutionnel, la première des choses. La seconde chose, nous allons appuyer dans le cadre du financement de la direction technique nationale. Nous apporterons notre appui. Également, dans la structuration de cette direction technique nationale, on apportera l'appui. Qui vous souviennent que depuis un moment, nous avons lancé un programme où nous devons recruter pour le compte des directions techniques nationales de toutes nos fédérations, notamment les 5 phares, y compris le hand, bien sûr. Nous ambitionnons de recruter les coachs des catégories d'âge, les conseillers techniques régionaux, et tout ceci rentre dans le cadre de l'appui que le ministère va apporter à ce grand projet. Allez, vous l'avez bien entendu, c'est un projet important qui permettra à la Fédération béninoise de handball d'asseoir à long terme une génération de handballeurs de haut niveau. Nantes y adhère et apportera son expertise en matière de détection et de formation. Suivez maintenant le président de la Fédération béninoise de handball et le président de Nantes Handball Club à la fin de la cérémonie. Bon, je suis un homme heureux de signer enfin le mariage avec le H. Et donc, bientôt les beaux bébés. On peut retenir que nous allons mettre en place une académie. On peut retenir que des jeunes d'une certaine catégorie d'âge seront mis ensemble, iront à l'école ensemble, vont s'entraîner ensemble et vont constituer peut-être
l'une des générations qu'on va le plus suivre sur la durée. On s'est rendu compte que beaucoup de travail avait déjà été mis en place, déjà au niveau de la fédération. C'est ce qu'on a découvert dans un premier temps, avec tout un travail de formation mis en place pour les cadres techniques. Et puis on a découvert aussi, parce qu'on ne le savait pas, tout le travail qui est fait sur le sport au niveau du ministère des Sports du Bénin, à travers les classes sportives, à travers les journées de la coordination, et tout ça finalement a une certaine logique, et on se voit bien apporter l'expertise du HBC Nantes pour faire progresser de manière totalement désintéressée le sport qu'on aime, à savoir le handball, dans un pays qu'on aime, à savoir le Bénin. On a quand même quelques qualités de formation des joueurs, de formation des cadres, de formation aux différents métiers qui peuvent encadrer le sport. Donc c'est tout ça qu'on va mettre à disposition. Nous, on apporte d'une certaine manière une boîte à outils et puis charge à la fédération de piocher dedans pour utiliser ce qu'elle pense nécessaire. Allez, vous l'avez bien compris pour ce qui concerne ce partenariat entre Nantes HBC et la Fédération béninoise de handball afin de promouvoir la discipline au Bénin, surtout au niveau des plus jeunes. C'est l'essentiel pour ce matin. Ali Moumouni, merci beaucoup pour le service ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On a fait le tour d'horizon de l'actualité des sports avec vous. On s'est surtout focalisé sur ce qui tient en haleine le monde du football actuellement, l'Euro 2024. Merci d'être passé par ici. Bonne journée. C'est moi, Tanguy. À demain. Mesdames et messieurs, je vous ai annoncé au début de cette émission que mon invité, c'est Dr Kodjo Olivier Sousa, président de la diaspora béninoise au Brésil. Avec lui, on va échanger un peu autour de cette lettre ouverte que leur organisation a adressée à Patrice Talon. C'est à propos de leurs conditions. Voici notre invité ce matin. Docteur Kodjo Olivier Sousa, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes président de la diaspora béninoise au Brésil. Vous êtes en ligne justement depuis le Brésil, où il doit sonner actuellement un peu plus de 3h30 du matin. Merci d'être resté en éveil pour discuter avec nous au téléphone. Alors, je l'annonçais tout à l'heure même dans une lettre ouverte que vous aviez adressée au chef de l'État. Vous avez souligné votre déception quant à l'issue de sa visite la dernière fois au Brésil. Alors, qu'est-ce qui vous a fondamentalement déçu, monsieur le président? Oui, merci monsieur le journaliste pour cette opportunité offerte à la communauté béninoise au Brésil de s'exprimer sur votre chaîne de télévision concernant les difficultés qu'elle rencontre. Avant toute chose, permettez-moi de dire rapidement un mot sur l'association que je représente. La diaspora béninoise au Brésil est une association qui réunit librement et volontairement l'ensemble des ressortissants béninois résidant au Brésil, dans le but de les représenter et de défendre leurs intérêts partout où besoin se fera sentir. Active depuis 2018 et enregistrée au registre des personnes juridiques au Brésil, cette association a plusieurs missions, parmi lesquelles rassembler, représenter, défendre les intérêts des Béninois résidant au Brésil, et promouvoir les entrepreneurs béninois au Brésil et susciter l'intérêt des investisseurs brésiliens pour des opportunités d'affaires au Bénin et promouvoir la culture béninoise au Brésil. Alors, revenons dans le vif du sujet. Dans notre lettre ouverte adressée au chef de l'État, nous avons exprimé notre déception quant à l'issue de sa visite au Brésil pour plusieurs raisons spécifiques. Premièrement, il y a la barrière de communication entre la diaspora et l'ambassade. Il y a la difficulté d'accès aux services de base, notamment l'établissement des pièces administratives. Et cela s'ajoute, à cela s'ajoute la mise à l'écart de la diaspora lors de sa visite, de la visite du chef de l'État au Brésil, qui a été la goutte d'eau qui a débordé le vase et a suscité beaucoup de réactions au sein de la diaspora. Et nous nous sommes dit que peut-être que le chef de l'État n'est pas informé des conditions de vie que nous menons ici au Brésil. C'est ce qui nous a amené à vouloir prendre par autre voie pour se faire écouter. Et c'est pourquoi nous sommes partis sur place, sur la place publique pour vraiment se faire entendre. Alors,
Dans la lettre, vous avez énuméré 3 points qui constituent pour vous des doléances que vous aviez adressées au chef de l'État. Au premier point, on lit que les Béninois vivant au Brésil ne sont pas pris en compte par les processus électoraux. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Oui, dans la lettre, nous avons soulevé une préoccupation majeure concernant la participation de la communauté béninoise au Brésil et au processus électoral, en particulier aux élections présidentielles. Et concrètement, il s'agit du fait que malgré une communauté de milliers de personnes âgées d'au moins de 18 ans, cette diaspora n'est pas prise en compte dans le cadre des élections présidentielles, contrairement à ce qui se passe dans d'autres diasporas béninoises. Et cette exclusion prive nos compatriotes résidant ici au Brésil de leur droit fondamental de participer à la vie démocratique de leur pays d'origine en ayant la possibilité de voter et de contribuer au choix de leurs représentants au plus haut niveau de l'État. Et cette absence de reconnaissance et de prise de compte en compte de notre diaspora béninoise au Brésil et dans les processus électoraux est une source de frustration et de sentiment d'exclusion pour de nombreux membres de notre communauté. En conséquence, nous appelons à une réforme électorale qui permettrait à notre diaspora de participer activement et démocratiquement aux élections présidentielles et à d'autres processus électoraux, renforçant ainsi notre lien avec notre patrie et notre engagement avec la démocratie. Alors, vous avez aussi parlé de la difficulté de certains étudiants béninois au Brésil. Vous demandez une évaluation d'un programme qui les y a amenés. Pourquoi faut-il le faire? Bon, qui nous rappelle que ce programme qu'on appelle PECG, depuis 2007, de nombreux étudiants béninois ont eu l'opportunité de venir étudier ici au Brésil grâce au programme PECG. Et ce programme leur offre la possibilité de poursuivre leurs études après l'obtention de leur baccalauréat. Oui. Alors, cependant, en raison de la barrière de la langue portugaise, ils doivent d'abord suivre une année de cours de langue et passer un examen de langue dont la réussite est une condition préalable pour pouvoir entamer leur formation. Alors, entre 2008 et 2024, 633 étudiants béninois ont bénéficié de ce programme avec une moyenne de 38 étudiants béninois arrivant ici au Brésil chaque année dans le cadre de ce programme. Alors, le billet d'avion aller de certains étudiants est pris en charge par l'État béninois, mais pendant leur première année ici de cours de langue au Brésil, ils doivent supporter eux-mêmes les frais. Malheureusement, beaucoup de ces étudiants sont mal informés sur les réalités de vie étudiantine ici au Brésil et s'engagent dans cette aventure sans en mesurer pleinement les défis. Ils ont parfois une vision erronée selon laquelle le Brésil serait similaire à la France, où ils pourraient concilier le petit boulot, les études, mais cela s'avère souvent être le début des difficultés insoupçonnées. De plus, les parents ne sont parfois pas bien informés des conditions auxquelles leurs enfants sont confrontés. Donc, il est donc crucial de demander une évaluation approfondie du programme PECG pour plusieurs raisons. Premièrement, afin d'identifier les lacunes et les défis rencontrés par les étudiants béninois pendant leur séjour au Brésil, notamment en ce qui concerne leur intégration linguistique, culturelle et académique. Et deuxièmement, une évaluation permettrait d'améliorer les mesures de soutien et d'accompagnement offertes aux étudiants béninois afin de maximiser leurs chances de réussite et de minimiser ainsi les difficultés rencontrées. Enfin, une évaluation permettrait de réorienter aussi les politiques pour la réinsertion de cette tête pensante-là après leur formation. Les gens qui étudient, ils ont leur diplôme ici au Brésil au profit de la nation pour son développement durable. Alors, dans la lettre, et par 3 fois, faut-il dire, vous aviez mis en cause les rapports très compliqués avec l'ambassade. Vous l'aviez d'ailleurs même évoqué à l'entame de nos échanges tout à l'heure. Que se passe-t-il concrètement entre vous et votre représentation nationale?
Bon, comme vous le savez, l'ambassade joue un rôle crucial en tant que représentation officielle du Bénin à l'étranger. Elle est censée fournir un service administratif essentiel à nos compatriotes, notamment en facilitant l'obtention des documents administratifs comme les passeports, les visas et autres certificats nécessaires. Et cependant, nous rencontrons de nombreuses difficultés pour obtenir ces pièces administratives, ce qui cause donc des retards et des frustrations importantes. L'une des principales sources de ces problèmes est la barrière de communication que j'avais déjà mentionnée, et persistante entre le bureau fédéral de la diaspora et l'ambassade. Et cette barrière a empêché une coordination efficace et une prise en compte des besoins de la diaspora béninoise au Brésil. Il est probable que cette absence de dialogue constructif ait conduit à notre exclusion lors de la récente visite du chef de l'État au Brésil. Et je pense que pour surmonter ces obstacles, il est impératif que l'ambassade améliore ses services administratifs et adopte une approche plus proactive et créative. Une meilleure communication et une collaboration étroite avec le bureau fédéral de la diaspora sont essentielles pour répondre efficacement donc aux besoins des compatriotes pour garantir une représentation fidèle et inclusive de la diaspora béninoise au Brésil. Alors concrètement, quand vous avez fini de rédiger la lettre et que vous la rendez publique, qu'attendez-vous fondamentalement de la part du chef de l'État? Bon, l'intention de la publication de la lettre, tout d'abord, permettez-nous de féliciter chaleureusement le chef de l'État pour son leadership exceptionnel et son dévouement indéfectible à la tête de notre nation. En tant que membre de la diaspora, nous sommes fiers de ses réalisations et de sa vision pour l'avenir de notre pays. Cependant, à travers cette lettre, nous exprimons nos préoccupations, d'accord, et nos espoirs pour l'avenir. Nous espérons que le président prendra des mesures concrètes pour répondre à nos besoins et à nos aspirations. Premier concernant l'amélioration de la communication et la collaboration avec l'ambassade. À ce point, nous souhaitons que le président intervienne pour améliorer la communication et la collaboration entre l'ambassade du Bénin à Brasilia et la diaspora béninoise au Brésil. Et secondo, faciliter les rencontres avec la diaspora. À ce niveau, lors des futures visites diplomatiques, nous espérons que les rencontres avec la diaspora béninoise soient incluses dans l'agenda présidentiel. Et ces rencontres permettraient de discuter des défis et des contributions de la diaspora. Et enfin, aborder des problèmes des étudiants PECG. Et à ce niveau, nous souhaiterions que le gouvernement prenne en compte les difficultés rencontrées par ces étudiants dans le cadre de ce programme PECG et qu'il envisage une évaluation. Alors, en dehors du réseau diplomatique, puisque vous avez quelques difficultés avec votre ambassade, est-ce que vous n'aviez pas essayé d'autres canaux, notamment politiques ou autres, pour vous aider un peu à résoudre vos problèmes? Bon, oui, c'est vrai. En effet, en dehors des réseaux diplomatiques, nous avons entrepris des démarches diverses pour soutenir nos compatriotes dans la résolution de leurs problèmes au quotidien. Nous avons notamment collaboré activement avec différentes associations et organisations de la diaspora béninoise au Brésil pour initier des programmes d'entraide et des initiatives de soutien mutuel. De plus, nous avons établi des partenariats fructueux avec des institutions locales telles que les universités, les ONG, les entreprises publiques et privées. Et ces partenariats que nous avons établis ont permis d'offrir des opportunités de formation, de stage et d'emploi à nos compatriotes. Par exemple, pour les nouveaux étudiants, nous avons mis en place une cellule d'accueil et d'orientation visant à faciliter leur transition vers la vie estudiantine au Brésil. Et cette cellule offre un soutien pratique et moral aux nouveaux arrivants afin de leur aider à s'intégrer plus rapidement et plus efficacement dans la société brésilienne. Et cependant, il est important de
de reconnaître que nous rencontrons des difficultés lorsqu'il s'agit d'établir des contacts avec des acteurs politiques. Donc c'est précisément pour cela que nous avons pris la décision d'adresser publiquement une lettre ouverte au chef de l'État. Et nous estimons qu'il est crucial de faire entendre notre voix et nos préoccupations au plus haut niveau de l'État afin d'initier un dialogue constructif et de trouver des solutions aux défis auxquels notre communauté est confrontée. Alors, une dernière question. Le Brésil, c'est une proximité historique, culturelle, artistique avec le Bénin. Alors, quel rôle jouent les Béninois sur place au Brésil pour une valorisation de ces éléments afin de rapprocher un peu les deux peuples? On a vu quand même le président se déplacer et surtout engager un certain nombre de projets pour le renforcement des liens entre les deux pays. Mais quel est le rôle des Béninois résidant là-bas? Oui, les Béninois au Brésil jouent un rôle crucial dans la valorisation des éléments historiques, culturels, artistiques et autres pour rapprocher les deux peuples. Nous avons plusieurs exemples concrets qui illustrent cette contribution significative. La première, c'est la promotion de la culture béninoise. Nous organisons régulièrement la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin au Brésil. Et lors de ces événements festifs tels que les festivals des expositions et des spectacles de danse et de musique traditionnelle, nous mettons en avant la richesse et la culture béninoise. Et cette année, par exemple, nous avons choisi de célébrer la fête de l'indépendance à Casa do Beni, à Salvador, un lieu historique pour le Bénin. Sur le volet éducatif, de nombreux Béninois au Brésil sont impliqués dans des institutions académiques où ils enseignent le fon, le yoruba, etc. au Brésilien. Donc certaines mènent également des recherches sur des sujets liés à l'histoire, à la culture et à la relation entre le Bénin et le Brésil. Leurs travaux contribuent donc à une meilleure connaissance mutuelle et à la valorisation des liens historiques entre ces deux pays. Et parlant de l'art et de l'artisanat, les artistes béninois résidant ici au Brésil partagent leur savoir-faire dans divers domaines tels que la peinture, la sculpture, la musique ou l'artisanat. Leur présence enrichit la scène artistique brésilienne et favorise les échanges culturels entre les deux nations. Parlant de la gastronomie, la cuisine béninoise est également à l'honneur grâce à des entrepreneurs et des chefs béninois au Brésil qui gèrent les restaurants et participent à des événements culinaires. Cela permet de faire découvrir les saveurs et les traditions culinaires du Bénin au public brésilien, renforçant ainsi les liens entre les deux cultures. Alors, ces exemples illustrent le rôle vital que jouent les Béninois dans la promotion et la valorisation des éléments historiques, culturels et artistiques, contribuant ainsi au rapprochement des deux peuples. Docteur Kodjo Olivier Sousa, je rappelle que vous êtes président de la diaspora béninoise au Brésil. Merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée, puisque la journée s'annonce à peine là-bas. Il doit être autour de 4 heures du matin sur place au Brésil. Bonne journée donc à vous. Merci. Avant de finir, je tiens quand même à vous remercier, tel que je l'ai dit, et pour cette opportunité et à toute la communauté béninoise au Brésil. Et je profite aussi pour renforcer une fois encore que le président de la République est le père de toute la nation, que ce soit pour les Béninois du Bénin comme pour la diaspora. Et nous espérons vivement qu'il écoute notre voix à travers nos doléances formulées et qu'il arrive réellement à nous secourir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Mesdames et messieurs, c'était donc Dr Kodjo Olivier Sousa, président de la diaspora béninoise au Brésil. Il était en ligne donc depuis le Brésil. Allez, on va faire maintenant une pause parce que beaucoup de choses se sont passées déjà sur l'Actu Matin ce matin. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté.
un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Semaine des frontières béninoises. Le rendez-vous annuel des frontières est à sa 11e édition. SFB 2024, c'est 7 jours pour magnifier les frontières. C'est le rassemblement des communautés. C'est la joie dans le cœur des populations frontalières. SFB 2024, c'est du 7 au 14 juin. Organisé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sous le patronage de M. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et placé sous le thème Stabilité et cohésion sociale. Quelle place pour les frontières africaines. Au programme, la validation du plan local de sécurité de la commune d'Avrankou, des inaugurations de salles de classe à Basila et à Waké, la mise en place du cadre de concertation transfrontalière Waké-Bina, la finale du match de football sur la cohésion sociale à Malanville et plusieurs autres activités. ABJF, sécurisons et développons nos espaces frontaliers. Semaine des frontières béninoises. Le rendez-vous annuel des frontières est à sa 11e édition. SFB 2024, c'est 7 jours pour magnifier les frontières. C'est le rassemblement des communautés. C'est la joie dans le cœur des populations frontalières. SFB 2024, c'est du 7 au 14 juin. Organisé par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers sous le patronage de M. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et placé sous le thème Stabilité et cohésion sociale. Quelle place pour les frontières africaines. Au programme, la validation du plan local de sécurité de la commune d'Avrankou, des inaugurations de salles de classe à Basila et à Waké, la mise en place du cadre de concertation transfrontalière Waké-Bina, la finale du match de football sur la cohésion sociale à Malanville et plusieurs autres activités. ABJF, sécurisons et développons nos espaces frontaliers. La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra.
La Béninoise, de génération en génération. Qualité Sobebra. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Voici le commentaire de ce matin chez vous. Franck Aounou, bonjour. Bonjour. Parler du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. Alors, on en parle très peu ou pas assez, mais le Bénin s'est doté depuis juillet 2022 du code d'éthique et des valeurs de l'administration publique. C'est quoi exactement? Allez, Tanguy, c'est un document d'une 50aine de pages intitulé « Code d'éthique et des valeurs de l'administration publique », exécutoire depuis 2022. Il est approuvé par le décret numéro 2022-388 du 13 juillet 2022 qui porte, outre la signature du chef de l'État, celle de 3 ministres du gouvernement, à savoir Biotchane du développement, Adidja Toumatis de la fonction publique et Raphaël Akoteyon de la décentralisation. Pour l'essentiel de ce document, c'est une sorte de recueil contenant d'une part les principes régissant le service public et d'autre part les règles de conduite de l'agent public avec en pied leurs conditions d'application. Ce document en question est subdivisé en 5 chapitres et rédigé dans un langage très accessible de sorte à permettre à l'agent public du niveau inférieur d'en saisir et d'appréhender le contenu. Justement, parlant du contenu, quelques morceaux rapidement que j'ai choisis pour vous. Lorsque je prends le volet des principes bases de l'administration publique, on peut évoquer par exemple l'égalité dans le traitement des usagers, des clients dans les services publics, la neutralité du service public, la continuité du service public, l'accessibilité de ce service public à l'endroit de tous. Ces principes, s'ils étaient appliqués selon l'esprit du code, devraient permettre de bannir le mépris, la stigmatisation, le népotisme, le clientélisme et par-dessus tout la corruption qui reste un frein au développement de tous les pays africains. Pour ce qui est de la neutralité, il s'agit pour l'agent de veiller à ce que sa couleur politique ne déteigne pas sur la qualité du travail qu'il doit accomplir. Il doit satisfaire l'usager opposant au même titre que l'usager mouvancier et vice-versa, et même dans ses relations avec son employeur, son appartenance politique ne devrait en aucun cas constituer un frein à sa capacité à s'acquitter de sa mission avec impartialité et loyauté. En ce qui concerne les valeurs de l'administration publique, celles que promeut ce code sont entre autres le sens élevé de responsabilité, l'intégrité, la justice, l'abnégation, le patriotisme, la redevabilité, le professionnalisme et la compétence. Mieux, le code est allé plus loin en invitant l'agent à être un exemple. En dehors des lieux de travail, dans la société en général, il s'agit en clair ici pour l'agent de s'abstenir en toutes circonstances de tout comportement susceptible de porter atteinte à la réputation de l'administration publique. Il y a bien d'autres règles
contenus dans ce document qui concourt à faire de l'administration un instrument au service du développement de la nation et du citoyen tout court, c'est-à-dire du capital humain. Au Bénin, ce ne sont pas les règles du genre qui manquent, mais on remarque toujours des déviances, de mauvaises pratiques dans le rang des agents de l'administration publique. Selon vous, c'est à quel niveau, c'est à quel prix ce code peut apporter un changement? C'est une très belle question, Tanguy. On dit souvent que les lois et les tests ne valent que ce que les hommes en font. Et d'ailleurs, le Bénin dispose du potentiel intellectuel qui conçoit les meilleurs tests du monde. Certains s'amusent à dire que le Bénin est une usine de lois que d'autres pays viennent chercher et en exploitent pour leur compte. Les autorités ont beau avoir une volonté politique affichée, une détermination sans faille avec tous les moyens qui y vont avec. Si ceux qui sont dans l'opérationnel ne sont pas en phase avec ces autorités, eh bien, les efforts ne produiront aucun résultat. Dans chaque milieu professionnel, il y a des éléments qui ont l'ingéniosité de contourner les tests, de voir les choses de travers, qui travaillent à faire échouer tout ce qui peut porter le nom réforme et qui interviennent dans le milieu professionnel. C'est aussi la nature humaine qui est ainsi difficile de la faire plier aussi facilement. Autre chose, à toute action, il faut s'attendre à une réaction. Et donc, si ces règles éditées dans ce document dérangent des intérêts, il est clair et bien entendu qu'il n'est pas le bienvenu dans les bureaux des agents. Il sera vite rangé ou son application reportée au calendrier grec. Mais il y a un brin d'espoir. Toute l'administration n'est pas constituée que d'agents réfractaires aux réformes et aux bonnes pratiques. Il y en a toujours dans le lot qui ont la tête sur les épaules et qui œuvrent pour l'avancement des choses. Leur nombre, quoique infime, peut faire changer les choses. Du coup, les responsables de l'administration peuvent s'appuyer sur ceux-ci pour réussir à mettre en application de bonne conduite des services et des agents. L'envie de voir l'administration béninoise changer de visage, de voir les agents de l'administration publique donner un rendement souhaitable, cette envie, cette volonté sont là dans ce document, mais l'atteinte de cet objectif aura besoin d'un sursaut de patriotisme de la part de chacun et de tous. Merci Franck Aounou. Allez, on va faire nos échanges tout à l'heure même avec William. Bonjour William. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour Tanguy. Un code d'éthique pour les agents de l'administration publique. Il y avait longtemps que cela existait. Est-ce qu'on a l'impression véritablement que ça a apporté quelque chose au comportement des agents de l'administration, Eric? Je pense que le problème, il faut l'évaluer d'abord au niveau de l'administration elle-même, mais surtout aussi au niveau de chaque cadre membre de cette administration. Déjà, nous savons qu'avant d'accéder à l'administration publique, en tant que citoyen, on est déjà épris d'un certain nombre de principes d'éthique et de valeurs. Autrement, on ne peut pas se retrouver dans l'administration publique. Il y a un minimum de respect, n'est-ce pas, qu'il faut avoir pour soi-même et pour le travail qu'on est allé véritablement faire. Parfois, on se surprend de voir des cadres dans certains comportements et puis on se pose bien des questions. Même en l'absence des tests, on ne devrait pas observer ces genres de comportements. Je pense que les tests viennent rappeler aux cadres, à toutes les personnes qui travaillent dans l'administration publique, les comportements qu'il faut avoir, comment est-ce qu'il faut respecter les citoyens qui viennent pour différents services. En gros, une sorte de référentiel de comment est-ce qu'il faut véritablement faire fonctionner l'administration publique. Maintenant, est-ce que cela est respecté? Est-ce qu'au-delà de ce que soi-même on doit pouvoir observer, n'est-ce pas? Est-ce que ce qui est inscrit et transcrit dans les tests, dans les documents sont véritablement suivis? Je pense que vous en avez qui font certainement des efforts au quotidien en respectant la conduite à tenir. En même temps, vous en avez aussi qui font le pied véritablement les bases même de l'administration publique. Il y a une question qui est revenue dans le commentaire de Franck, l'égalité du service public. Est-ce que William et moi, devant un cadre, nous sommes traités de la même façon? Est-ce que nous sommes reçus de la même façon? Je pense que ça varie d'une personne à une autre.
en fonction de la connaissance que vous avez du cadre, en fonction des liens que vous avez avec telle personne, et pourquoi pas en fonction de combien vous êtes prêt à mettre véritablement sur le dossier. Donc il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte qui fait qu'il y a forcément un déséquilibre dans le traitement dont subissent matin, midi, soir nos concitoyens. Vous en verrez qui vous diront, mais écoutez, je suis là depuis 8 heures, mais on ne m'a pas reçu. Mais devant moi, il y a un monsieur qui est venu en Costa, bien parfumé, voilà. Il a échangé juste quelques mots avec l'agent qui se retrouvait là, puis il a été reçu. Mais en même temps, je suis un citoyen et j'avais le droit d'être reçu, n'est-ce pas, dans le temps. Et malgré ça, on a préféré justement passer la main à quelqu'un d'autre. Vous avez des citoyens qui subissent ça au quotidien et qui parfois sont déçus, n'est-ce pas, de l'administration publique quand il est question d'aller chercher un dossier ou d'aller régler un problème. On pense déjà véritablement dans sa tête à ces va-et-vient qu'on fera dans les couloirs de l'administration publique, au point où on est complètement déçu. Le besoin même d'aller vers l'administration publique pour la recherche de solutions vous quitte. Heureusement qu'aujourd'hui on parle de dématérialisation, où il y a ce genre de services que vous pouvez déjà faire depuis votre téléphone portable. Je pense que ça réduit un peu la peine de nos concitoyens. Mais toujours est-il qu'il faut observer avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas, le comportement de nos cadres. Est-ce qu'à la lumière après ce test, est-ce qu'il y a des mécanismes de contrôle qui évaluent véritablement comment est-ce que chaque cadre travaille dans son bureau, dans l'administration publique? William, les règles pour encadrer le travail de la personne investie d'une fonction publique ou de celui qui est élu à une responsabilité politique publique dans notre État ne manque pas. Je pense déjà à l'article 35 de notre Constitution qui institue les devoirs de la charge et qui impose probité, loyauté, compétence, et j'oublie les deux autres mots, qui doivent caractériser l'agent public ou l'élu, l'investi d'une fonction publique. En fait, depuis la conférence nationale alors, sinon depuis au Conseil de la République, les constituants trouvaient que il faut qu'autant nous codifions les règles générales, en fondant l'État du Bénin, en fondant ses institutions, en fondant son organisation, déjà les pairs ont trouvé qu'il fallait que l'agent public soit codifié, il fallait que le travail dans la fonction publique soit codifié. On dira que ce n'est pas propre au Bénin, que dans tous les pays du monde, l'administration publique doit être suivie. Je crois que c'est dans cet ordre d'idées que la plupart des tests qui régissent le fonctionnement de l'administration publique aussi déclinent ces grands mots, ces grandes bases posées dans la Constitution. Ils déclinent de façon plus détaillée, de façon spécifique aussi dans les corps. Vous avez le statut général de la fonction publique qui revient également, et très amplement d'ailleurs, sur comment l'agent public doit se comporter face à la corruption, face au pot de vin, face aux compromissions, face aux remissions par endroit, face à sa conduite en général, les sanctions, les paliers de sanctions, comment éviter les conflits d'intérêts. Vous voyez, il y a beaucoup de règles qui les encadrent. Ils ne sont pas, par exemple, en droit d'avoir le statut de commerçant connu comme tel. Tout ça pour éviter les conflits d'intérêts. La laïcité de l'État est également déclinée, et ainsi de suite. Donc, bref, il y a de ces genres de règles qui existent dans le cadre normatif de notre pays, de façon spécifique, dans certaines professions militaires, paramilitaires, dans des ordres professionnels, je ne sais pas, serment d'Hippocrate par endroit, loyauté à la patrie par endroit. On a des règles qui régissent le travail de l'agent public dans sa profession de façon spécifique et de façon générique en tant qu'agent de la fonction publique. Donc, la question, elle existait déjà. Mais quel bilan faisons-nous de ces règles qui existent? Vous savez que notre administration ne manque pas d'être le reflet de notre sociologie. Les amitiés, les affinités, le népotisme, le clientélisme. On a beau lutter contre la corruption, on a beau créer une autorité de lutte contre la corruption
qui a dénoncé à corps à cri beaucoup de sujets pendant longtemps. On a beau créer, comment on appelle, une cellule de prévention de la corruption, on a créé des cours de répression des infractions comme la corruption, le blanchiment de capitaux, tout ce que vous savez dont la criette a compétence matérielle aujourd'hui. On a créé également plusieurs autres mécanismes, mais pourtant l'administration est ce qu'elle est. Vous voyez la conduite des agents publics, il y a une épée de Damoclès qui a planché, que je pense, qui planche encore. Il y a une certaine crainte, une certaine stupeur née d'une certaine volonté politique mise en place et tout. Mais ce qui est là, est là. Malgré, je ne sais pas combien d'années de politique répressive et très coercitive, on a pris des gens pour des grains de maïs, on a pris des gens pour des sacs de riz, des bidons d'huile, mais cela n'a pas enlevé ce reflet sociologique que notre administration est de notre comportement, de notre société, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas forcément vraiment en accord avec la République, c'est-à-dire le vivre ensemble, l'égalité de tous, l'égalité de chacun devant la loi, des valeurs comme celles-là que nous avons amenées dans l'administration publique. Est-ce que c'est pour remédier à ces choses? Est-ce que c'est pour pallier ces choses, ces insuffisances qui demeurent malgré le cadre normatif? On a pensé à un code d'éthique, là ça viendrait bien. Est-ce que c'est pour davantage asseoir la sensibilisation, l'éducation? Parce que malgré toutes les règles de la République qui existent, l'administration publique est toujours perçue comme l'Eldorado, là où il faut aller pour que l'État tout juteux qu'il est, on puisse en profiter, on puisse se réaliser au mieux, on puisse vivre au mieux. Ça n'a pas quitté la tête des gens. C'est pour ça, malgré toute la politique judiciaire qui est mise en branle depuis quelques années, même la semaine écoulée, devant la criette, vous voyez des agents publics pour des questions de compromission, des questions de malgouvernance financière et autres, comparaître devant un juge. J'en aurais fini quand j'aurais dit que si c'est la thérapie adéquate finalement, allons-y, appliquons-la pour voir ce qu'elle va nous apporter, mais si ce n'est qu'un autre superflu, sinon un autre texte encore pour s'ajouter à l'ensemble des normes déjà existantes, je crois que nous sommes alors loin du bout du tunnel. Frank. Mais, dans la préface de ce document que j'ai eu le temps de fouiller un peu, il y a eu un diagnostic qui a été fait. On a parlé par exemple de la politisation de la fonction publique avec des nominations basées sur le clientélisme, l'inefficacité de contrôle, la lourdeur, la lenteur et la lourdeur dans les procédures judiciaires, le manque d'éthique et bien d'autres mots qu'on a relevés dans l'administration. Je pense que ce code vient renforcer ce qui existait parce que depuis que le Bénin est Bénin, je pense qu'il y a eu une série de règles et William l'a si bien dit. Déjà, la Constitution qui constitue notre loi fondamentale avait déjà prévu des dispositions qui devraient régir un peu l'administration et devaient nous épargner et toutes ces déviances que nous observons. Mais l'homme reste ce qu'il est et lorsque vous prenez des mesures pour faire avancer les choses et on pense d'abord à son bien-être, à ce que, qu'est-ce que j'y gagne, ce code-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Ce n'est pas cela qu'on devrait dire. On devrait dire qu'est-ce que ça permet au pays de faire pour avancer. On ne se pose pas cette question-là. Mais une chose est d'avoir des règles, de bonnes règles, mais l'autre chose est de savoir l'appliquer. Parce qu'au même moment, on peut incriminer les agents de pratiques peu orthodoxes, mais au même moment, il y a des responsables au niveau de l'administration qui en rajoutent à ces mauvaises pratiques. Lorsque, par exemple, vous souhaitez avoir un seul agent à vos côtés, vous préférez accorder des avantages longuement à un agent lorsqu'il y a des missions, lorsqu'il y a des avantages, lorsqu'il y a des intérêts à gagner, c'est vous qui décidez de telle ou telle chose, alors qu'il y a parfois les compétences qui existent au niveau de cette administration-là qu'on devrait choisir ou tout au moins varier dans le choix. Mais ça ne se fait pas. Il y a des responsables de l'administration qui se prêtent à ce jeu, ce qui fût davantage et certains qui n'ont pas ce qu'on appelle des parrains, qui n'ont pas des gens sur qui s'adosser. Et lorsque ça se passe comme ça, l'accumulation de frustration, ça amène à ce que ça amène
il y a de la désinvolture, il y a des manquements. Vous arrivez, vous ne gagnez rien. Si c'est votre tour d'aller, par exemple, en mission ou de profiter d'une bourse ou d'une formation, on vous met de côté, on choisit. On devrait avoir le même traitement qu'un citoyen ou un usager de la gauche, qu'un citoyen de la droite, un citoyen qui porte un costume bleu ou qui porte un costume noir qui se présente à vous. On devrait avoir le même traitement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et je pense que ce code-là, s'il était vraiment appliqué, il y a un peu de tout dedans. Ça devrait nous permettre un peu d'évoluer au niveau de l'administration publique. Je pense même qu'il faut aller loin au niveau du privé aussi. Parce que l'administration publique aujourd'hui ne peut pas fonctionner sans l'administration privée. Mais lorsqu'on se concentre seulement sur l'administration publique, les gens passent un concours, ils arrivent, c'est que pour eux, dans 2 ou 3 ans, les rappels, les primes et tout ça, on rêve beaucoup lorsqu'on est dans l'administration publique. Alors qu'au niveau de l'administration privée, c'est que c'est d'abord votre efficacité, c'est d'abord votre capacité à produire qui vous font grandir ou gravir des échelons. On devrait davantage trouver la passerelle pour faire appliquer cela au niveau de l'administration en général. Parce que si ça marche de l'autre côté, si ça doit venir, une entreprise qui doit, par exemple, bénéficier des prestations de l'administration publique et vient, on lui oppose toute la lourdeur que nous connaissons, toute la lenteur que nous connaissons, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Donc, pour moi, il faut prendre le problème dans sa globalité. L'administration publique est en partie malade parce que les mauvaises pratiques ne cessent pas. Mais je pense que si la solution est là, nous devons trouver les moyens pour faire appliquer ces règles-là et surtout évaluer pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Il faut tenir compte de la sociologie de notre pays, il faut tenir compte des mentalités, il faut tenir également compte de l'homme pris de façon intrinsèque. Parce que si vous ne considérez pas tous ces aspects-là, vous risquez de passer à côté de la plaque. Est-ce qu'on a besoin de rappeler à travers un code les règles de comportement qu'un citoyen, qu'un employé doit avoir quand il a un contrat avec la maison qu'il emploie, quand il a un cahier de charge, quand il sait le travail pour lequel on l'a recruté et les conditions dans lesquelles il doit les servir? Faut-il lui rappeler encore les règles morales? C'est une question de bon sens, non? Ne pas se laisser corrompre, servir de façon loyale, de façon équitable, ne pas tenir compte du rang, etc. Venir à l'heure au boulot. William, on a besoin de rappeler cela dans un code. De base, c'est le bon sens, mais désormais, c'est la loi. Sinon, que les règles de la République l'imposent. Donc, au-delà du bon sens, c'est juridiquement encadré. Et pour ça, il faut faire appel d'abord au bon sens, mais ensuite, il faut, même si on n'a pas le bon sens, même si on est très en froid avec les règles de la morale, il faut s'imposer de respecter les règles de la République. Et au nom de ça, il faut quand même une certaine hauteur d'esprit et il faut s'adapter en tant qu'agent de la fonction publique. Maintenant, si votre question est du côté des initiateurs de ce code, moi, je présume que dans leur diagnostic, ils ont trouvé qu'il faut encore un code de plus pour adoucir les agents réfractaires de la fonction publique. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. En fait, que leur thérapie, leur diagnostic à eux trouve qu'il faut cette thérapie-là au mal actuel. Sinon, en fait, comprenons que la répression a pris par là, qu'en fait, ça change des mentalités, ça peut faire peur à certains, mais à d'autres non. Ça peut toucher 1-2 personnes, mais le voisin d'à côté se trouve un peu trop intelligent pour échapper à cette correction ou à la verge qui fouette tout le monde. Mais quand j'ai fini de dire ça, je dirais que le gouvernant aussi, parfois, sans le savoir, favorise certains comportements dans l'administration publique. Vous voyez, quand un cadre dit apolitique est nommé à une fonction technique, et que vous voyez l'année d'après ou 2 ans après, vous le voyez dans un meeting en train de soutenir le responsable auquel il est annexé, avec qui il a travaillé en tant que
technicien, alors que de base, vous l'avez peut-être connu au quartier, il disait que jamais il ne serait politique, que la politique c'est trop intrigueux, et qu'il y a beaucoup de vices en politique, un peu comme les gens s'amusent à le dire vulgairement, et que 2 ans après, vous le voyez dans un meeting, il ne prend peut-être pas la parole, mais il est un soutien encore technique sur le plan politique de ce cadre. Ne demandez pas aux jeunes qui trouvent que quand ils ont fini l'université, il n'y a rien à faire. Ce n'est qu'en se donnant une couleur politique qu'ils vont pouvoir réussir. Je trouve que des pratiques comme étant, on regarde dans les organisations de jeunesse des partis politiques, on regarde ainsi de suite, pour jeter quelques grâces aux gens. Vous savez, si c'est sur ce critère que finalement ça aboutit, la fonction publique ou la fonction politique relevant d'une responsabilité publique, ne dites pas d'oublier cette famille. L'ingratitude n'est pas de notre sociologie. Et c'est justement cette démarcation entre notre sociologie et les règles de la République moderne qui sont cette démarcation que nous n'arrivons pas à faire une fois que nous sommes investis de la fonction publique. Moi, je suis de ceux qui pensent que la morale doit revenir en force à l'école. On dira que toutes les règles qu'on nous a enseignées à l'école, on n'a pas pu les respecter, certes. Mais de plus en plus, il faut une masse critique de gens à soumettre, à exposer de façon quotidienne aux règles de la République. Je pense que dans l'administration publique, en politique, investi dans les fonctions politiques, les principales, relevant des principaux pouvoirs qui sont ceux de la République, la plupart des cadres dans lesquels nous nous retrouvons, certains dysfonctionnements consubstantiels à l'existence, sinon à la présence de certains cadres béninois dans ces cadres, dans ces endroits, dans ces milieux, sont dus au fait que ils n'ont pas forcément été très amis aux règles de la République, ils ne se sont pas forcément vraiment familiarisés aux règles de la République, du vivre ensemble dans une res publica, dans une chose commune, dans la chose de tous. Et c'est là-dessus que moi je voudrais qu'on mette l'accent, que l'instituteur qui véhicule le savoir, la connaissance, inculque le savoir-vivre, le savoir-être à l'apprenant, lui inculque aussi, et de façon très forte, le cadre qu'il doit être, l'opérateur économique qu'il doit être, l'entrepreneur qu'il va devenir, le vertueux qu'il doit être aux côtés de... Et cela sous-entend que lui-même est une incarnation, une émanation de ces valeurs-là, et qu'il a les armes pour les inculquer. Dans les systèmes éducatifs les plus... Et c'est là que je finirai. Les systèmes éducatifs les plus réputés aujourd'hui, on a senti, certains chercheurs ont fait certaines nuances, on a ressenti que des bribes de patriotisme, de morale, d'adaptation au contexte et aux besoins d'emploi, aux besoins professionnels des milieux de ces pays sont les choses les plus représentatives dans le cocktail qui est servi en matière d'éducation aux apprenants. Je pense au pays de la Scandinave, je pense à certains autres États dans lesquels on reconnaît qu'ils ont bâti de meilleurs citoyens. Ils ont bâti des travailleurs, des développeurs, des gens qui n'attendent pas l'État, des gens qui servent bien l'État en retour quand ils s'y mettent, des gens qui vont à des fonctions politiques très hautes pour être dans le bénévolat à la limite, qui n'ont presque pas de salaire politique, qui n'ont que des primes, des émoluments de fonctionnement. Ces pays en sont arrivés à ces niveaux parce qu'en fait, leur éducation a eu ce socle, a eu ses bases. Et voilà des États dans lesquels vous voyez que les grands enseignants de sciences politiques, de droit, de certaines sciences sont de vrais pratiquants. Ce sont des premiers ministres, des vice-premiers ministres, des ministres de ci, des ministres de ça. Je pense qu'on peut y arriver aussi dans les pays comme les nôtres, sinon le seul que nous avons, le Bénin. Alors, avant Eric, je vais vous raconter une petite histoire. Voilà un fonctionnaire de l'État qui se retrouve dans une délégation qui doit se rendre dans un pays de l'Asie. Alors, la délégation a été constituée et là-bas, quand ils sont arrivés, il s'est trouvé qu'il y a eu beaucoup de magouilles, les frais de mission, il y a eu beaucoup de problèmes là-bas. Quand il est revenu, il a pris son stylo et il s'est mis à la tâche, il a fait un bon rapport sur la situation à son responsable. Mais figurez-vous que celui-là, il est parti à la retraite presque démuni. Il est parti à la retraite sans un franc, tout simplement parce que ceux dont il devait jouir, ce qui devait jouir comme avantage dans l'administration, puisque ce ne sont pas forcément les salaires tout crus là qui construisent les maisons que vous voyez
il y a les primes, il y a les petits avantages, les frais de mission, les per diem que vous économisez, mais on ne lui a plus jamais permis de mettre le pied dans l'avion ou de mettre le pied dans une voiture pour aller dans une mission, tout simplement parce qu'il a la langue trop pendue. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts à voir les choses marcher au niveau de l'administration, à voir, disons, les bonnes pratiques s'exercer dans l'administration, ceux-là sont voués aux hégémonies. Ils ne sont pas considérés et dans la plupart des cas, il y a des exemples dans chaque famille. Vous les voyez quand vous êtes trop intègre au niveau de l'administration, c'est que vous avez fait vœu de pauvreté, vous avez fait un mariage parfait avec la déchéance et vous vous retrouvez à la retraite sans rien. Il y a des cas comme ça, des gens qui veulent servir leur État avec probité, mais qui n'ont jamais été pris au sérieux. Soit ce sont les collègues qui le combattent jusqu'au bout, soit c'est le responsable même qui lui dit attention, je ne suis pas ici je suis pas venu ici pour servir, c'est d'abord pour me servir et ensuite servir l'État. Il y a des responsables qui le disent, si tu continues comme ça, je ne vais plus te mettre dans les délégations, je ne vais plus te mettre dans les missions. Donc c'est pour dire que parfois nous entretenons une hypocrisie collective. Dans le groupe où on doit œuvrer, par exemple, pour que les choses marchent, on préfère prendre les raccourcis, on préfère prendre les mauvaises habitudes et ça est les dégâts. Quand ça se passe comme ça, ne vous attendez pas à des résultats. Et comme vous l'avez dit, c'est une très bonne question que vous avez faite à William, on ne devrait pas rappeler ces règles. Écoutez, lorsque vous les recrutez, ils finissent la formation, ils vont à des stages. Et à ces stages-là... Vous faites d'abord une enquête de moralité. À ces personnes. Et à ce stage, je ne crois pas qu'on leur dise venez puiser dans les caisses de la maison. Un jeune qui, par exemple, a bénéficié de la confiance de son ministre ou de son directeur, qui le nomme à un poste et qui confond les caisses de l'État à sa poche ou bien aux caisses de la collectivité, qui a puisé des milliards, qui se retrouve aujourd'hui en prison. Et il en a bénéficié d'abord avant qu'on retrouve les traces de sa malversation. Quand vous voyez comme ça, il y a beaucoup de jeunes qui veulent vivre comme à Daweno ou bien à Doweno, le jeune qui se retrouve en prison aujourd'hui. Et donc, quand vous allez à des stages, on vous dit ne faites pas ci, ne faites pas ça. Mieux, c'est que quand vous arrivez à un poste, vous avez un cahier de charge. Tanguy l'a rappelé tout à l'heure. Tout ça est foulé aux pieds. Et dans ces conditions, pas de résultat. On est là, on tâtonne et l'administration végète dans les pratiques plus orthodoxes. C'est dommage, mais c'est la triste réalité. Sur Cône, on devrait œuvrer davantage. Moi, je ne suis pas pour les ateliers sur des trucs comme ça. Chacun sait ce qui est dedans. Si quelqu'un faute, il faut sanctionner. Si quelqu'un faute, il faut avoir le courage de prendre les sanctions qu'il faut. Oui, Eric. Je pense, a priori, non. On n'a pas vraiment besoin de mettre dans un document code des valeurs pour amener les cadres au respect d'un certain nombre de principes et de valeurs. Parce qu'on estime que l'école ou l'université a quand même déjà réglé un certain nombre de choses. Ce n'est pas de l'administration publique qu'il faut apprendre à quelqu'un d'être à l'heure, d'être courtois envers les autres, voyez-vous, d'être respectueux des choses de l'État. Il y a ces principes qu'on nous a enseignés à l'école, à l'université, et même une fois, quand on a fait l'option de faire un travail dans ces séries de formations. Je pense qu'une fois, dans l'administration publique, c'est qu'on est un serviteur accompli au service véritablement de la nation. Je pense aussi que il y a sans doute une perception peut-être mauvaise que nous avons de l'administration publique. Vous avez les gens déjà depuis la formation estiment qu'on y va pour être chef, pour être vraiment patron, pour faire le boss, le dur à tout le monde et pour se servir parce que c'est la chose de l'État, voyez-vous. Et ça part de là. Et donc, une fois de l'administration publique, ça devient une formalité qu'il faut respecter, voyez-vous. Et puis nous voyons ça au quotidien. On n'a pas toujours le sentiment qu'au niveau de l'administration, nous avons des gens qui sont au service de la nation. Et donc au service des citoyens. Vous avez affaire à des demi-dieux, pratiquement des gens qu'il faut vraiment, à qui il faut savoir placer des mots pour avoir leur attention, ne serait-ce que quelques secondes, vous imaginez. Nous avons vu ici une délégation de membres de formation politique qui sont allés en Chine visiter le parti chinois. Et dedans, on leur a fait savoir que là-bas, à l'école du parti, les cadres qui se retrouvent dans l'administration publique, on les forme d'abord
n'est-ce pas, au respect des principes de l'État et de la chose de l'État. Et quand une fois ces personnes se retrouvent à ces postes, vous les voyez vraiment respecter de façon religieuse à la lettre, véritablement aussi, les principes de l'État. Et là, quel rôle les partis politiques jouent aussi dans ce que, dans l'administration publique, c'est pratiquement les mêmes personnes que vous voyez au niveau de l'administration publique, que vous retrouvez également au niveau des partis politiques, les personnes qu'on condamne pour tel dossier ou dans telle affaire, on se retrouve également au niveau des partis politiques. Moi, je pense que les partis doivent se sentir gênés que un de leurs militants qui est cadre dans l'administration publique soit condamné. Or, au niveau de ces formations politiques, on estime quand même qu'il y a un certain nombre de valeurs que le parti prône. Il n'y a pas la corruption, il n'y a pas le vol, il n'y a pas un certain nombre de choses. Et donc, pour moi, les partis politiques aussi doivent se saisir aussi de la façon dont le militant se comporte dans l'administration publique, puisque, qu'on le veuille ou non, vous avez aussi des nominations politiques au niveau de l'administration politique. Donc je pense que ça soulève tellement de questions, parfois d'éducation, de formation, n'est-ce pas, au niveau de ces personnes qui ont la charge de jouer un rôle au niveau de l'administration publique. Je pense qu'il faut davantage sensibiliser les différents acteurs, à savoir que au niveau de l'administration, on est serviteur de l'État. Et comment on s'arrange pour que le service s'améliore, le comportement et l'égard des citoyens s'améliorent par rapport justement à la chose publique? Parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement ceux qui sont là. On a juste l'impression que c'est parce que nous sommes dans le besoin du service et qu'ils sont en face de nous qu'ils sont mauvais. Alors qu'en réalité, nous-mêmes, quand nous serons à la même place, nous avons à peu près le même comportement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se confie aux partis politiques, à l'école, ou bien, Franck, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien à notre code? Un peu de tout. Et aux pasteurs aussi. Moi, je pense qu'il faut... Si les pasteurs nous ont rappelé dans ce pays déjà que l'époque où Jésus prêchait les pieds nus est révolue, et qu'il faut faire attention désormais, je vais demander... Attention à ne pas heurter les sensibilités. J'espère que... Non, c'est sur ce plateau qu'un pasteur a dit ouvertement que l'époque où Jésus prêchait la bonne parole pieds nus, que ça évolue. Comment je fais référence au pasteur, au prêtre, c'est le rôle que la religion aussi doit pouvoir jouer. Oui, absolument, je suis d'accord. Quand on a fini de servir l'État toute la semaine, William, le dimanche, on se retrouve à l'église. On écoute le prêtre, on écoute le pasteur, qui nous rappelle les commandements de Dieu. Voilà, donc quand vous finissez d'écouter ça un dimanche matin, que le lundi, bon, adressons la parole à William en premier. Vous cherchiez Franck. La question était faite à Franck. De toute façon, je reviendrai à vous. Il n'y a pas de souci. Alors moi, je pense qu'il faut rechercher une solution holistique. L'église, la famille, l'école, les partis politiques, l'État lui-même. Parce qu'un agent qui n'est pas dans de meilleures conditions, ne lui demandez pas de rendre, de donner des résultats. Vous voyez, vous retrouvez des agents au niveau de l'administration, vous avez pitié d'eux. On les range dans des, disons, dans les restes du bâtiment, où c'est lui qui doit recevoir tous les usagers en premier, mais vous le voyez, il est dans de la paperasse, mais c'est lui qui fait le gros lot du travail. Ceux qui travaillent plus sont mal logés. Vous voyez les patrons qui sont dans la climatisation, en haut, et qui signent peut-être 2 ou 3 documents par jour. À midi, c'est eux qui se rendent dans les restaurants les plus chics de la ville, qui mangent à satiété et qui reviennent. Lui n'a même pas le temps de prendre la pause parce que tout simplement, on dit que le service est continu. Et il fait ça toute sa vie. Il va à la retraite. Parfois, même en rêvant, il le dit à la maison. Ses enfants le réveillent pour dire, papa, pardon, tu n'es pas toujours au service. Tu es maintenant à la maison. C'est pour dire que parfois, les conditions dans lesquelles on met les agents pour travailler, ces conditions sont inéquitablement garanties. Il y en a qui sont logés dans des bâtiments bien faits, ainsi, pendant que d'autres sont en train de moisir quelque part, en train de se taper tout le gros lot du travail. Je pense qu'il faut travailler à ce niveau. Au niveau de nos centres d'éducation, je veux parler de l'école, même dans les églises, les centres, comment vous appelez ça, les centres coraniques, dans la rue, ainsi de suite. Maintenant, vous n'avez plus le droit de toucher l'enfant d'autrui. Avant, à la belle époque, ça se passait. Vous voyez un enfant qui tient
des propos, disons, pas trop orthodoxes à l'endroit d'un grand, vous pouvez lui donner quelques fessées, vous pouvez le prendre par la main devant ses parents, le taper. Aujourd'hui, vous vous retrouvez à la criette, ou vous vous retrouvez devant le juge, on va vous dire, VBG, comment vous appelez ça? Oui, c'est le même lot. Hein. Oui, le même lot. Vous avez exercé de la violence. C'est pas le même lot. Hein. Même quand vous criez sur votre enfant et qu'il se sent vexé ou qu'il se retracte en lui-même, on vous dit que vous avez exercé de la violence. Dans quel monde sommes-nous? Donc tout cela réjaillit sur les agents au niveau de l'administration. Lorsque le patron vient, il donne des ordres avec un ton, disons, ferme, on trouve que, bon, qu'il est en train d'exercer de la violence sur l'agent. Et il peut porter plainte, on va vous appeler pour aller perdre un peu de temps devant le juge. Moi, je pense que c'est une solution qu'il faut trouver dans sa globalité, de la cellule familiale jusqu'au niveau de l'État, au niveau supérieur de l'État. Tout le monde doit jouer sa partition dans la chaîne, sinon on ne peut rien espérer. On a beau avoir le code, c'est très joli, c'est bien écrit, il y a de l'espace dedans, vous lisez, vous avez envie de terminer, mais ce code ne vaudra rien si nous ne changeons de mentalité. Voilà. L'évocation de la situation avec les enfants me rappelle cette situation qu'il y a eu en France avec les violences où on a détecté parmi les jeunes qui cassaient des adolescents, des gens qui n'avaient même pas 16 ans, etc. Et à Macron de sortir, de faire une déclaration et de demander aux familles d'éduquer leurs enfants. Et quelques membres de famille de répondre aussi, de permettre à la loi, de demander à la loi de pouvoir éduquer l'enfant. Parce que quand vous criez sur l'enfant, la loi vient vous chercher rapidement. Aujourd'hui, on a tout confié à la loi comme si la loi pouvait façonner l'individu, alors qu'en réalité, l'individu est un produit difficilement malléable et qui ne peut pas être malléable par les c'est l'inverse, la loi devait être l'expression de la volonté générale. Absolument. En fait, c'est de base, oui. Maintenant, je suis à vous. Oui, vous savez, moi, quand la société est la complice première d'un phénomène, j'ai du mal à recourir à la société pour y remédier. Vous savez, dans les circonstances pareilles, il n'y a que l'exemplarité qui puisse vraiment donner le signe et l'alerte tel qu'il le faut. Parce que je dis, la société, elle est complice parce qu'elle est corrompue. Permettez-moi de dire les choses comme ça. Si vous êtes agent de l'État et qu'en 10 ans, vous n'avez pas encore bâti un lopin de terre et que vous êtes toujours en location, c'est d'abord votre propre famille qui commence par vous faire le procès en premier. Quand vous êtes agent de l'État, que vous êtes à une certaine fonction et que malheureusement, on commence par vous voir aux côtés des personnalités dans certaines activités et que les chaînes de télévision commencent par mettre leur caméra sur vous à des ateliers, à des travaux, et qu'après 15 ans de service au village, vous ne revenez pas encore avec un gros véhicule, vous n'avez pas encore des flottes de véhicules à mettre à la disposition pour les funérailles, pour les activités, c'est cette même famille qui s'en prend à vous. Et on donne l'exemple contraire, on montre l'élite de l'autre famille qui a pu aboutir, et qui, de son côté aussi, a mis tous ses frères en stage quelque part, a pourvu à la carburation, est le bailleur numéro 1 de la maison. Quand on sait tous que ce qu'il fait ne fait pas, sinon fait le quadruple de son salaire annuel peut-être ou trimestriel. En fait, quand une société est complice de ça, et c'est ceux-là qu'on respecte, ce sont ceux-là, ces gens des contre-valeurs qui sont les plus respectés, les plus en vue, ils sont les faux des familles. Quand c'est comme ça, et que sans eux, il n'y a pas de décision, une société complice, à tous les points de vue, quand vous parlez de religieux, je suis légèrement tenté de dire que parfois même ils trouvent que l'argent n'a pas d'odeur et que même si des corrompus viennent leur faire des libéralités, qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Quand je parle de religieux, je suis au sens large, je ne parle pas des gens qui vivent vraiment leur foi et ont des conduites respectueuses de Dieu. Donc quand c'est comme ça, vous avez du mal à vouloir qu'un maillon de la chaîne de cette société puisse régler le problème. Moi, je pense plutôt à l'exemplarité. Quand le cadre lui-même, ceux qui ont instauré ce code, quand ils seront le reflet parfait,
quand ils deviendront, par exemplarité, les meilleurs modèles de conduite dans l'administration publique, ils auront d'abord la légitimité de parler. Parce que les cadres vous diront une chose, hein, ceux qui conseillent le mieux sont ceux qui sont à 2-3 ans de la retraite et qui voient l'horizon soit sombre ou qui ont déjà bâti des paradis qui les attendent. Et soit ils sont très mal lotis pour prendre la parole, ou soit ils sont des exemples à ne pas suivre pour ne pas finir des carrières comme eux. Quand c'est comme ça, la roue va tourner, je ne sais plus combien d'années. Je m'imagine même que dans 20 ans, une autre génération de journalistes viendrait sur ce plateau d'Actu Matin et poserait le même diagnostic, ferait le même bilan, parce que je redoute que ce que nous disons là, les gens ne l'aient pas dit depuis la révolution marxiste-léniniste, depuis l'aide du renouveau démocratique. Eric, je pense qu'en mettant l'accent sur la société, c'est tous les instruments que la société nous offre pour la formation de l'individu, n'est-ce pas, qu'on retrouve soit dans l'administration publique ou privée, l'école, l'université, la religion, n'est-ce pas, toutes ces entités qui permettent de bâtir véritablement un individu. C'est peut-être aussi à ce niveau qu'il faut aller revoir les choses pour que nous ayons de plus en plus des gens vertueux, n'est-ce pas, avec qui nous confions les clés de l'administration et qui, dans une certaine mesure, peuvent respecter ses principes et ses règles. C'est vrai que la société, l'environnement, parfois, peut nous amener à nous dévier du droit chemin, mais c'est parce que on sait que l'environnement peut, à un moment donné, être complice d'un certain nombre de phénomènes que, par la formation, n'est-ce pas, on nous enseigne véritablement des choses pour que nous soyons aussi convaincus de ce qu'on doit rester collé et attaché aux règles. C'est partout. Il n'y a pas un environnement où on n'attend pas de vous d'avoir des résultats, que ce soit ici ou ailleurs, quand vous évoluez. On attend à ce que le travail que vous faites puisse vous permettre, n'est-ce pas, de vous réaliser, que ce soit vos proches, vos amis, et voilà, il veut des retours. Et ce n'est pas à cause de ça, n'est-ce pas, que vous allez justifier ce genre d'attente par le vol ou par la corruption. Donc je pense que ça fait un ensemble de choses qu'il faut aller revoir. Aujourd'hui, quel genre de citoyens nous formons, n'est-ce pas, pour nos administrations? Vous avez des jeunes, vous savez, par le passé, quand on demandait à un jeune, tu as envie de faire quoi? La douane, parce qu'on sait que quand on force un peu les parents à investir, à vous aider à être dans ce corps de métier, en l'espace de quelques années, on a pratiquement tout réglé. Et donc, on a la perception de ce que dans telle administration, impôts, finances, bon, on a la possibilité de vite se faire de l'argent. Je pense que c'est là qu'il faut aussi aller déconstruire au niveau de la tête des jeunes, l'idée qu'on se fait de l'administration publique. Ça n'est pas de l'argent facile qu'il faut aller ramasser. Mais malheureusement, c'est ce que pensent beaucoup de personnes. Allez les gars, merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Derrière moi, vous suivez la revue de presse. Bonne journée, à demain.